explication. Gérard Vespierre, en effet, cette mer d'Azov, on l'a vu, il y a la Crimée qui est à côté, donc la Crimée qui est russe désormais, depuis aussi 2014. Pourquoi elle est si importante stratégiquement et même économiquement en fait? Ben, écoutez, alors effectivement, d'un point de vue géographique, c'est la liaison entre le Donbass et la Crimée. Donc si vous pouvez réunir ces deux pièces de puzzle pour faire un croissant continu proche de la frontière et en contact avec la frontière russe. Donc là, effectivement, il y a un gain territorial et une continuité territoriale. Deuxièmement, un port est toujours un poumon économique. Donc, c'était le port de Mariupol, une façon aussi pour l'Ukraine de pouvoir exporter une partie de ses productions sidérurgiques, puisque là, il y a, comme on le voit, des usines très très importantes de taille européenne, donc à Mariupol. Donc, un aspect géographique et géopolitique, géostratégique, et un aspect économique, poumon donc d'exportation pour l'Ukraine, qui va être un poumon de moins, et avec un poumon de moins, on respire moins bien. On respire moins. En effet, juste une chose, en effet, on va parler tout à l'heure du Donbass, cette fameuse région dont on parle beaucoup depuis le début de la guerre, pro-russe, avec deux républiques, entre guillemets, autonomes pro-russes, pro-Moscou. Si Mariupol tombe, ça veut dire qu'il y a un avantage aujourd'hui pour l'armée russe tout de même dans cette région? Alors, il y a un avantage pour le politique russe. D'abord parce que c'était une victoire recherchée, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de victoire, n'est-ce pas? Il y a ce que le monde a vu, c'est le recul de l'armée russe après l'invasion de l'armée russe. Donc, pour le moment, il y a plutôt un passif plutôt qu'un actif. Et à partir du moment où la ville de Mariupol tomberait, il y a là une victoire. Mais il faut savoir que ceux qui y sont, le bataillon d'Azov, les mercenaires internationaux, les volontaires internationaux, eh bien là, ce sont vraiment des professionnels de la guerre et ils se battront jusqu'au dernier. Il y a cette vision des Ukrainiens en disant: nous n'abdiquerons jamais et nous ne pardonnerons jamais. Donc il y aura vraiment une bataille jusqu'à la fin. Ça peut durer encore un certain nombre de jours, voire de semaines. La question du ravitaillement de cette poche ultime de résistance est clé. Voilà, Gérard Vespierre, juste un mot tout de même sur cette déclaration du pape. On l'a vu, ce symbole, en effet, c'est cette Ukrainienne et cette Russe qui portaient la croix lors du chemin de croix pascal, pardon, excusez-moi, lors du chemin de croix pascal. Donc une retransmission, eh bien, qui n'a pas été possible sur la télévision ukrainienne. Est-ce que le pape, véritablement, là en parlant, Urbi et Orbi, est-ce qu'il s'adresse véritablement qu'à ses fidèles, ou alors, eh bien, sa voix peut porter même dans un pays orthodoxe comme l'Ukraine et la Russie? La mission de l'Église est universelle. Donc, c'est sa vision. Donc, effectivement, en prenant la parole depuis Rome et surtout le jour de Pâques, bon, il y a un retentissement international, un retentissement mondial. Donc, il ne faut pas oublier que dimanche prochain, nous avons la Pâque orthodoxe. Donc, il y a aussi cette proximité liturgique, si je puis dire, et donc une incitation pour que la paix puisse se prolonger au moins jusqu'à la prochaine fête de Pâques orthodoxe. Donc on arrive aussi à un calendrier, voyez-vous, politique et militaire très difficile pour le régime du Kremlin, parce qu'il y a la grande fête du 9 mai, anniversaire de la victoire contre le régime nazi, donc c'est très très proche. Il faudrait pouvoir fournir une victoire, mais on ne peut pas trop se battre parce qu'il y a aussi le 24 avril, la Pâque orthodoxe. Donc le calendrier est très difficile à gérer. Si Mariupol résiste, et il faut que Mariupol résiste, le pourront-ils? Il y aura là un véritable dilemme pour le pouvoir du Kremlin. Alors Mariupol, donc on le disait, ville martyre, hein, l'est de l'Ukraine au cœur de l'offensive russe, où eh bien, des localités commencent à être évacuées suite à l'avancée de l'armée de Moscou. Le reste du pays est aussi sous tension, et notamment la capitale, Kiev, dont la banlieue a été même touchée par une nouvelle frappe ce matin. Selon Moscou, nous allons partir sur place, rejoindre Charline Hurel dans la capitale, donc à Kiev. Charline Hurel, qu'en est-il de cette nouvelle frappe? Est-ce qu'on sait exactement ce qui a été touché?
Et ce qui a été touché, c'est une cible militaire en fait, et ça ne change pas de la stratégie des Russes depuis 3 jours. C'est la 3e frappe depuis que la Russie a brandi la menace de toucher Kiev et ses alentours. Donc des cibles militaires, et ce qui fait que pour le moment, eh bien, ça ne préoccupe pas beaucoup les habitants. Il faut relativiser quand même, parce qu'évidemment, ils nous le disent, l'inquiétude est toujours présente. Regardez, on vous montre, nous sommes ici, vous l'avez peut-être reconnu, sur la place Maïdan. C'est de nombreux checkpoints qui sont installés à peu près partout dans la ville, et on veut vous montrer aussi cette image de la rue parce qu'elle signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de trafic, plus que depuis quelques jours, des personnes qui se baladent aussi en ce dimanche de Pâques. On a vu des personnes prendre des photos. Qu'est-ce que tout cela raconte? Je vous le disais, ils nous disent évidemment, il y a de l'inquiétude quand on voit tout cela, parce qu'on a conscience que la Russie peut toucher la capitale quand elle le veut. En revanche, on ne remarque pas d'agitation, dans le sens où on ne remarque pas la peur sur les visages. Donc c'est toutes ces personnes qui nous disent, nous regardons la situation avec attention. Est-ce que la Russie va continuer à taper des cibles militaires, ou est-ce qu'elle va se rapprocher des zones résidentielles comme elle l'a fait ailleurs? Vous voyez, beaucoup de questions, et pour l'instant une attente, en tout cas ici dans la capitale. Merci Charline Hurel, vous étiez en direct donc de Kiev avec Jérôme Marcan-Téti. Alors forcément, la situation ukrainienne qui fait réagir, hein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, réagit presque bien quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et hier, il en a appelé de nouveau les pays occidentaux à lui fournir des armes lourdes. On l'écoute. Vous pouvez rendre la guerre bien plus courte. Plus vite et en plus grande quantité, nous allons recevoir les armes que nous avons demandées. Plus forte sera notre position et plus vite la paix viendra. Voilà, Gérard Vespierre, est-ce que c'est véritablement ces armes-là, des armes lourdes? Donc on parle de chars, hein, de camions de transport de troupes, de porte-missiles, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment ces armes-là qui peuvent, comme le dit Volodymyr Zelensky, raccourcir le conflit? Alors raccourcir, je ne le crois pas, mais en tout cas faire payer le plus grand prix possible à l'armée russe, certainement. Et donc, dans la liste que vous avez évoquée, il y a aussi, bien sûr, l'artillerie qui va être fournie à la fois par l'Allemagne et aussi par les États-Unis. Donc, et in fine, il y a un équipement dont on ne parle pas du tout, qui s'appelle un équipement de contre-batterie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est épouvantable. Bon, c'est un équipement de radar avec des très beaux calculateurs qui permettent de calculer d'où part l'obus qui arrive sur l'usine, qui arrive sur la ville, etc. D'où est parti ce tir. Et à partir du moment où vous savez d'où il est parti, eh bien, bien sûr, vous pouvez frapper la zone où les canons sont installés. Donc voilà, il y a là aussi un équipement très intéressant qui va arriver donc en Ukraine et qui va permettre aux Ukrainiens de frapper les batteries russes. Une chose tout de même, quand on parle d'armement lourd, Volodymyr Zelensky ne parle plus du tout d'avions. C'est-à-dire que ce n'est plus possible aujourd'hui. Disons que l'armement lourd, dans le concept général, c'est un armement surtout terrestre. Donc là, on a parlé effectivement de chars, de transport de troupes, de canons. On est sur le terrestre. Pour le moment, l'aérien, il est contrôlé avec les systèmes anti-aériens que les pays donc, de l'OTAN ont donné aux Ukrainiens, et puis aussi par les drones dont maintenant l'Ukraine est équipée, principalement d'origine turque. Merci beaucoup en tout cas Gérard Vespierre pour toutes ces précisions. Je rappelle votre site, Le Monde Décrypté. Merci d'être passé cet après-midi par LCI.